Si vous regardez le niveau du népotisme au Congo, mais vous allez avoir pitié du Congo. Si vous voyez le tribalisme, le taux de tribalisme, regardez les fonctions aujourd'hui dans notre pays. Les fonctions régaliennes sont dirigées par des Congolais issus d'une seule partie. Mais est-ce qu'ils sont plus Congolais que les autres? Voilà pourquoi nous disons que ne rentrons pas dans cette cadence parce que nous souffrons tous. Ne dites pas que non, ce sont les terres du Sud et nous, on ne va pas s'occuper de ça parce que nous sommes au Nord. C'est une grave erreur. Une grave erreur. Parce que les gens qui ont des idées d'extension, qui veulent aller un peu partout, attention, le Rwanda aujourd'hui n'a plus d'espace. Mais est-ce que les Congolais peuvent comprendre qu'un pays qui n'a plus d'espace, qui est surpeuplé, 14 millions d'habitants ou plus, avec une petite superficie, mais ce sont les mêmes qui vont signer les contrats avec le Royaume-Uni pour que les immigrés soient rapatriés. Mais les immigrés vont aller où? Donc, vous comprenez par là qu'il y a un véritable complot pour l'extermination du peuple Congo. Attention! Bonjour à tous. Bienvenue à la Voix des Grands Lacs, la voie de la paix et de la concorde en Afrique des Grands Lacs. Et quand nous disons la Voix des Grands Lacs, c'est la voix de tous les peuples de la région, à savoir la RDC, Congo, donc le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Et vous le savez bien, nous nous intéressons beaucoup à tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Justement, nous sommes avec Monsieur Destin Gavet, qui va aujourd'hui nous parler de ce qui se passe dans ce pays. Lui, il va se présenter, mais il est déjà, il est président exécutif du mouvement républicain Congo-Brazzaville. Monsieur Gavet, bonjour. Bonjour, mon frère. Alors, justement, on a vu un communiqué et une vidéo à travers laquelle vous dénoncez la constitution de paix, hein, j'allais dire du président Sassou Nguesso à Paul Kagame, on va dire de la République du Congo à la République du Rwanda. Les terres agricoles qui ont été cédées à ce pays, au Rwanda donc, et à sa société Crystal Venture qui appartient à l'élite Tutsi du Rwanda, du parti au pouvoir, le Front patriotique rwandais. Mais avant de commencer l'analyse ou la discussion sur le sujet, je vais vous demander de vous présenter à nos auditeurs pour qu'ils sachent exactement pourquoi c'est vous que j'ai invité et ce que vous faites à Brazzaville et au Congo en général. Merci. Donc, comme vous l'avez dit, je suis Monsieur Destin Gavet. Je suis président exécutif du mouvement républicain, qui est un parti politique de l'opposition. Je suis vice-président de l'intercoalition des partis politiques de l'opposition au Congo. Et enfin, je suis coordonnateur national de l'ONG Urgence panafricaniste au Congo-Brazzaville. Vous allez peut-être vous rapprocher davantage du micro parce que parfois la voix disparaît, mais je pense que vous êtes assez audible. Mais si vous pouvez augmenter le son, la voix, ce serait encore mieux. Très bien. Je vais... Donc, vous êtes un homme politique, en fait. Hein, vous êtes jeune, hein, ça se voit. Et vous vous occupez déjà de sujets d'intérêt national.
Vous êtes dans l'opposition au Congo. Alors, dites-nous maintenant ce que vous faites exactement, à part d'être président exécutif du mouvement républicain. D'abord, le mouvement républicain, c'est quoi exactement en RDC, au Congo-Brazzaville, et qu'est-ce qu'il représente dans l'espace politique congolais? Bon, déjà, il faut dire que je suis ingénieur géologue pétrolier de formation. J'ai étudié en République démocratique du Congo et j'ai travaillé dans le secteur forestier, dans le secteur pétrolier. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'un établissement que je dirige, que j'ai créé en 2015, qui s'occupe un peu du domaine agricole, notamment du maraîchage et autres. Donc aujourd'hui, je me débrouille dans cette structure. Alors, le mouvement républicain, c'est un parti politique que j'ai créé avec quelques amis en 2017, juste après l'élection présidentielle de 2017. Nous sommes un parti politique de l'opposition et nous prenons des valeurs progressistes, les valeurs panafricanistes, les valeurs de liberté, de démocratie. Nous sommes des républicains. Alors, nous sommes un jeune parti, il faut le dire, non seulement en termes d'existence, mais également en termes de la moyenne d'âge, parce que nous avons une moyenne d'âge de 35 ans au sein de notre parti. Et aujourd'hui, vous savez, au Congo, on ne peut pas aujourd'hui évaluer un parti sur la base des élus, par exemple, parce que vous savez, nous sommes dans une dictature, un régime autoritaire, et la plupart des élections qui se font ici au Congo ne sont pas des élections libres, démocratiques, transparentes et équitables. Donc, nous avons en face un parti politique qui confisque l'administration, qui prend en otage tout le pays. Et donc, lorsque vous partez aux élections, c'est pour effectivement aller récolter, ramasser la poussière, les miettes, parce que eux, ils s'arrangent à avoir la majorité, plus que la majorité même au Parlement, donc le Sénat et l'Assemblée nationale, et les quelques partis de l'opposition qui fricotent avec eux, on leur donne quelques élus. Donc aujourd'hui, il faut dire que le peuple congolais aspire à 90%, voire plus, au changement, parce que le peuple n'a connu ou presque le PCT aux affaires. Et vous savez, la gestion de ce parti est catastrophique, chaotique, opaque, parce que ne faut pas imaginer qu'au Congo, en plein 21e siècle, nous avons encore des questions d'eau et d'électricité. J'ai failli, par exemple, on a failli tourner cette émission, j'allais la tourner à la maison, mais j'étais obligé de courir vite au siège parce qu'il y a eu coupure d'électricité 2 minutes avant le début de l'émission. Vous pouvez vous imaginer qu'au Congo, qui est l'un des pays les plus arrosés au monde, nous avons des problèmes d'eau potable. Les populations n'ont pas accès à l'eau potable. Les populations n'ont pas l'accès à l'électricité. Les populations n'ont pas accès aux soins de santé de qualité. Les jeunes sont dans un chômage endémique. Plus de 40% de la population est dans le chômage. Nous avons plus de 70% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, avec moins d'1 $ le jour. Donc aujourd'hui, la gestion de ce parti est une gestion calamiteuse. Et aujourd'hui, le peuple veut du changement, le peuple veut d'une alternance parce que les jeunes qui sont nés à partir des années 97 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de ans? 27 ans, ils n'ont connu que Sassou Nguesso comme président. Pendant ce temps, à la même période au Sénégal, si vous prenez l'exemple, on a connu près de 4 présidents. Diouf, Wade, Macky Sall et aujourd'hui Diomaye Faye. Aux États-Unis, pareil. On a connu Bill Gates, qu'est-ce que je raconte? Biden, voilà. On a connu Clinton, on a connu Obama, on a connu Trump, on a connu, voilà. Donc, on a connu plusieurs présidents de 97 à aujourd'hui. Mais au Congo, nous sommes dirigés par un seul homme, quelqu'un qui n'a plus quelque chose à proposer aux Congolais. Donc, aujourd'hui, l'évaluation doit se faire sur la base des aspirations profondes du peuple. Le peuple congolais aujourd'hui veut du changement. Le peuple veut de l'alternance. Le peuple veut s'affranchir de la dictature, de l'autoritarisme, de la confiscation des libertés fondamentales, de la souffrance, de la pauvreté, l'extrême pauvreté. Imaginez-vous le Congo, un pays producteur du pétrole. Nous produisons près de 300 000 barils le jour. Avant, c'était même 350 000 barils le jour. Le litre de carburant coûte 775 au Congo, alors qu'en face de chez nous, en Angola, le litre coûte 250. Donc, nous sommes dirigés par des personnes qui n'ont plus rien à proposer aujourd'hui. Et aujourd'hui, le mouvement républicain se présente comme cette alternative, ce parti qui
qui porte très haut les aspirations du peuple congolais. Et nous pensons que nous nous dirigeons lentement et sûrement vers 2026. Et je pense que tous les ingrédients sont réunis pour que nous puissions vivre une véritable révolution de la jeunesse en 2026 et que nous puissions mettre hors d'état de nuire le PCT qui a pris le pays en otage, mais qui n'arrive à rien produire et à rien présenter, rien offrir au peuple. Je vous remercie beaucoup pour cet exposé. Vous avez cité l'année 1997 comme, je pense, base de départ, plutôt au départ, quand le président Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, mais moi, je l'ai connu avant. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, faire l'historique du PCT, le Parti congolais du travail? À l'époque de Marien Ngouabi, déjà, c'était le PCT. Après lui, c'était le PCT. Et il y a eu, bien sûr, une sorte d'intermède avec le président qui avait été élu avant la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début pour que les gens comprennent vraiment que le PCT, c'est une sorte d'hydre qui... euh, Très bien, très bien. Alors, si pour édifier vos téléspectateurs, il est important effectivement de faire cette historicité. Il faut dire que le Congo a connu son indépendance en 1960, le 15 août 1960, et il y a eu un président qui a commencé avec les rênes d'un Congo indépendant, en l'occurrence l'Albé Fulbert Youlou, mais ce dernier a commencé à prendre des positions un peu controverses et ça a poussé donc la population à travers des syndicalistes à le chasser du pouvoir. Là, nous sommes en 63, le président Youlou est chassé. Il est remplacé par le président Alphonse Massama Deba, qui est à l'heure actuelle, on peut le dire sans se tromper, le meilleur président que le Congo a connu. Parce que ce dernier a transformé ce pays, il a industrialisé le pays et il a créé les conditions d'un État prospère. Vous savez, en 65, par exemple, les premiers Jeux africains ont été organisés ici à Brazzaville. Dans les années 60, 65, le Congo avait les mêmes indices de développement, plus que même les indices de développement que la Corée du Sud aujourd'hui. Mais regardez le niveau de la Corée du Sud comparé au niveau du Congo. Et lorsqu'on arrive en 68, les militaires, avec la soif du pouvoir, donc la bande de Sassou Nguesso et Marien Ngouabi, ils ont renversé donc ce président qui avait dans ses bagages un véritable projet pour le Congo et ils ont créé donc le PCT en 68-69. Et le PCT donc a dirigé le pays à travers Marien Ngouabi depuis le renversement du président Youlou jusqu'en 77 où Marien Ngouabi a été assassiné. Il faut rapidement le dire, il a été assassiné pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'il n'arrivait plus à bien gérer le pays et donc il avait pris la résolution d'appeler le président qu'ils avaient renversé avant, donc Alphonse Massama Deba, pour lui dire je constate que la gestion du pays n'est pas comme je l'imaginais. Donc moi, je veux qu'aujourd'hui, que vous reveniez et que nous dirigeons ensemble. C'était ça le principe. Et ils avaient même pris pour témoin le cardinal Émile Biaïna. Malheureusement, les ennemis de la République l'ont assassiné en 77, donc le 18 mars 77. Et il y a eu un président qui a pris donc les rênes du pays, en l'occurrence le président Yombi Opango. Ce dernier a fait 2 ans au pouvoir, donc de 77 à 79. Et en 79, avec toujours les méthodes machiavéliques du PCT, ils ont organisé un congrès extraordinaire et on a vu le président Sassou s'installer donc le 5 février 1979. Lorsque ce dernier s'installe, il emmène le pays jusqu'à la transition, puisqu'il faut le rappeler, les causes qui ont poussé à ce que les Congolais puissent aller vers la conférence nationale souveraine, c'est les mots que nous vivons aujourd'hui. C'est même pire. Donc en 91, il y a eu la conférence nationale souveraine et en 92, on a organisé des élections libres, équitables et transparentes. D'ailleurs, les seules que nous avons eues de notre pays en 92, qui a vu donc l'élection du professeur Pascal Lissouba à la tête de notre pays. Donc, il faut dire que Sassou 1 a dirigé le Congo de 79 à 92, donc ce qui fait 3 ans de règne, et 13 ans de règne, pardon. Et Lissouba a pris le règne du pays en 92, un mandat entaché par des troubles, par des actes de barbarie, par des guerres internes et autres. Et finalement, en 97, il y a eu une guerre civile que tout le monde connaît, avec plusieurs milliers de morts. Et celui qui était le mieux préparé, celui qui avait pris toutes les dispositions, celui qui a eu l'aide des pays voisins, l'Angola, celui qui a eu le soutien de la France, il faut le dire, Denis Sassou Nguesso à travers ELF. Donc, il a gagné la guerre, il s'est imposé par la force.
Et donc, en 97, quand il prend le règne du pays, il instaure une transition qui a duré 5 ans. Parce qu'il faut le dire, on est en train de condamner aujourd'hui les pays, le Mali, le Burkina Faso, pour qu'ils reviennent, le Niger, pour qu'ils reviennent vite à l'ordre constitutionnel, il faut que les civils reviennent à la tête de ces nations-là. Mais Sassou Nguesso a fait 5 ans de transition. Où était la communauté internationale à cette époque, lorsque Sassou a dirigé le pays d'une main de fer entre 97 et 2002? Et donc, en 2002, on a organisé un semblant d'élection où il y avait pratiquement aucun concurrent. Et il a enchaîné 2007, 2002, il a été élu. 2009, pareil. 2016, alors que son mandat devait finir en 2016, dès 2015, il a modifié la Constitution. Il s'est représenté. Et donc, aujourd'hui, depuis là, il est là. Il va vers un troisième mandat depuis le changement de la Constitution. Mais si on compte les mandats, nous sommes peut-être au 6e ou 7e mandat. Donc, voilà un peu le tableau peint de la situation politique, l'historicité politique de notre pays. Et vous pouvez constater que 64 ans plus tard, depuis les indépendances, le Congo est toujours à l'étape embryonnaire. Les populations vivent toujours dans la précarité. Et malheureusement, nous avons une élite corrompue qui pille, qui détourne, qui s'enrichissent illicitement. Et aujourd'hui, le pays, le Congo, est parmi les 10 pays les plus corrompus au monde. Donc voilà un peu en résumé pour l'édification des téléspectateurs, ce qu'il fallait dire. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui fait votre succès au sein de la classe politique congolaise lorsqu'on sait que, pour certains, j'ai lu quelque part que même certains de vos parents sont membres justement du PCT? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, la plupart des Congolais qui arrivent à nous faire confiance aujourd'hui, c'est pour deux raisons principales. Premièrement, nous avons la virginité politique. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous n'avons pas été dans un parti politique et après, on a été chassés ou bien nous avons connu des problèmes pour créer le mouvement républicain. Dès le départ, le mouvement républicain a été créé en 2017 et depuis le jour de la création à aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition. Donc, cette constance-là, cette détermination-là qui, aujourd'hui, commence à attirer de plus en plus l'attention de nos compatriotes. Deuxièmement, le mouvement républicain, quand nous l'avons créé, c'était pas parce que nous avions été chassés d'un gouvernement, nous avions été frustrés parce qu'on nous a privé un poste. Nous avons créé ce parti sur la base des convictions profondes. Nous avons peint le tableau de notre pays, nous avons fait le diagnostic complet du pays, nous avons constaté que la classe politique, la vieille classe politique, a failli, que ce soit le pouvoir et les opposants, tous ont failli parce que non seulement ils se focalisent sur le PCT, en attaquant le PCT, mais ils n'ont pas une alternative à proposer. Il n'y a pas un véritable projet politique consistant qui peut faire à ce que les Congolais adhèrent. Donc, dès que nous avons compris ce manque, nous nous sommes directement mis au travail. On a des experts dans notre parti, des spécialistes dans des domaines précis, et nous avons pris assez de temps pour mettre en place un véritable projet politique. Et aujourd'hui, il faut le dire, ce qui attire encore plus l'attention de nos compatriotes, c'est parce que nous parlons du Congo. Comme on dit souvent, le ballon se joue sur le terrain et non dans les gradins. On a eu la possibilité, à partir de 2021, on nous a proposé l'asile politique. Moi, je me suis retrouvé en France. On m'a mis un papier d'asile sur la table. Il faut quitter le Congo. Là-bas, il y a une dictature. Voilà. J'ai dit non. Mon peuple est en souffrance et je ne peux pas abandonner mon pays pour venir me réfugier ici en France. J'ai la responsabilité d'apporter assistance au peuple congolais. Et donc, j'ai décidé en 2021 de revenir au Congo et de continuer cette lutte. On a fait la prison, on a été cambriolé, on a été agressé, menacé, on a des menaces de mort, on a des intimidations tous les jours. Ça ne nous impressionne pas parce que ce pays, nous l'avons hérité de nos ancêtres. Il n'y a pas un Congolais plus congolais que les autres. Nous sommes tous venus, on a trouvé ce pays et Dieu a béni ce pays par des richesses. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui supporter les inégalités sociales qui règnent, le tribalisme, le népotisme, le favoritisme, alors que ce sont des mots qui sont interdits dans notre Constitution. Et donc, nous nous sommes dit, on va être ici sur place, on va regarder Denis Sassou Nguesso en face, on va lui dire que ta gestion aujourd'hui est aux antipodes de la réalité, la jeunesse congolaise aspire au bien-être et il faut que nous créions les conditions d'une alternance. Voilà pourquoi aujourd'hui les Congolais se disent, mais est-ce que ce gars-là, il est au Congo? Quand les gens répondent, oui, il est au Congo, les gens sont surpris et étonnés. Parce que pour certains, ils se disent, bon, je suis caché quelque part
dans la nature, dans un pays étranger, et je prends mon téléphone, j'allume et je commence à parler. Mais je suis ici, là, pendant que nous sommes en train de tourner cette émission. Nous sommes au siège de notre parti. Voilà, nous sommes en plein cœur de Brazzaville et nous sommes fiers de défendre ce combat. Et nous disons toujours à nos adversaires qui sont en face que c'est pas un combat d'hommes, c'est un combat d'idées. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que les idées triomphent. La démocratie triomphe, que le meilleur, que celui qui présente les meilleurs gages, que celui qui a le meilleur profil, que les Congolais choisissent cet homme. Mais c'est pas aujourd'hui faire de la politique au bout du fusil. Et je dis souvent à mes amis du PCT, la politique, c'est pas le poison, c'est pas le poignard, c'est pas le pistolet. La politique, c'est une guerre d'idées. Et aujourd'hui, sur ce terrain, nous sommes en train d'avoir une longueur d'avance, ça il faut le dire de façon modeste, et nous pensons que le peuple congolais ne se trompe pas en nous faisant confiance, et nous n'allons pas trahir cette confiance parce que nous aspirons au bien-être de notre peuple, et nous voulons que les choses changent dans ce pays, et les choses changent. Voilà un peu ce qui pousse à nos compatriotes de nous faire confiance aujourd'hui. J'espère que nos auditeurs apprécieront votre prestance et votre façon de dire les choses de manière vraie. D'ailleurs, vous nous faites penser au jeune couple qui est à la tête aujourd'hui du Sénégal, hein, le président et son premier ministre, qui ont connu un peu le même trajet que vous et qui sont des jeunes, presque de votre âge. Est-ce que vous voulez vous inspirer du modèle sénégalais? Oui, il faut dire aujourd'hui, il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas aussi vouloir ne pas reconnaître la maturité d'abord de la jeunesse sénégalaise. Parce qu'il faut nuancer. Le président du PASTEF, Ousmane Sonko, que j'apprécie bien, et le président aujourd'hui du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, il faut dire que même s'ils avaient les meilleures idées au monde, même s'ils avaient le meilleur programme au monde, s'ils étaient en face d'une jeunesse timide, une jeunesse dans une léthargie, rien n'allait se faire. Donc, il faut dire, il faut rappeler aux téléspectateurs de votre chaîne que les Grands Lacs, j'aime bien ce nom, il faut rappeler aux téléspectateurs que le Sénégal, c'est depuis 1920 qu'ils ont commencé avec les élections. Et depuis 1960 à aujourd'hui, ils ont connu près de 6 à 7 alternances. Donc, c'est un peuple habitué aux joutes électorales. C'est un peuple habitué au jeu démocratique. Et donc, cette jeunesse-là, de la même façon qu'ils ont porté Diomaye Faye et Sonko à la tête du pays, ils ont fait la même chose en 2012 lorsqu'ils ont porté Macky Sall face à Wade. C'était un peuple qui n'accepte pas des abus. C'était un peuple qui n'accepte pas l'inacceptable. Donc, la victoire du Sénégal, c'est d'abord la victoire de son peuple et de sa jeunesse. Maintenant, on ne peut pas enlever le mérite au couple Sonko-Diomaye parce qu'effectivement, ils ont été de ceux-là qui ont galvanisé une fois de plus cette jeunesse. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, quand vous écoutez Sonko, hier, je l'ai écouté parler lors de sa conférence avec le président Mélenchon, il parle au nom de la jeunesse africaine. Il ne parle pas seulement au nom de la jeunesse sénégalaise. Donc, il y a cette identité panafricaine aujourd'hui qui fait à ce que, lorsque vous écoutez Ibrahim Traoré en Russie, par exemple, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous sommes venus, je porte la voix de la jeunesse africaine. Donc, nous, en tant que jeunes, nous nous revendiquons, nous nous retrouvons dans ces leaders qui portent haut et fort nos aspirations. Donc, oui, aujourd'hui, il faut dire que le modèle sénégalais inspire beaucoup le continent africain et principalement la jeunesse congolaise est très admirative de la jeunesse sénégalaise. Et nous, le travail que nous avons à faire aujourd'hui, c'est d'expliquer à la jeunesse congolaise que rien n'est impossible. Si en 63, le peuple a mis hors d'état de nuire un président qui voulait prendre une direction controverse, aujourd'hui, nous avons la capacité, avec une mobilisation générale, de mettre hors d'état de nuire le PCT à travers les voies légitimes, les voies légales, les voies des élections. Parce que nous, au sein du MR, nous ne connaissons que ça. Au-delà de l'élection, en tant que républicain démocrate, on n'a plus une autre issue. Et donc, c'est à la jeunesse de se mobiliser les années à venir, les jours à venir, pour que nous créions une véritable force, pour que nous créions un rapport de force, pour que demain, l'élite, la jeunesse congolaise gagne ce combat qui est un combat face à un régime en perte de vitesse qui ne tient le peuple que par la force, mais le peuple doit s'affranchir. Thomas Sankara disait qu'un esclave qui ne lutte pas
pour sa libération, il ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Donc aujourd'hui, il est question que le peuple congolais de Brazzaville se libère du joug de la dictature. Et pour ça, il faut une grande mobilisation, il faut des hommes, il faut des appareils politiques. Le peuple sénégalais avait le PASTEF. Aujourd'hui, j'en appelle à la jeunesse congolaise de s'approprier du mouvement républicain pour que nous créions un instrument de combat qui va mettre hors d'état de nuire. On sent bien que vous êtes un panafricaniste, hein. Est-ce que vous comptez vous rapprocher avec les pays de l'AES? Alors, il faut le dire, hein, comme vous l'avez dit, je suis un panafricaniste et je suis membre de l'Agence panafricaniste. Ce sont nos frères. J'ai condamné vigoureusement toutes les sanctions de la CEDEAO contre ces pays. Et nous avons compris aujourd'hui, ce sont des sanctions. La CEDEAO est divisée aujourd'hui. Parce qu'il faudrait que les États africains, les dirigeants africains, l'élite politique africaine arrêtent d'être téléguidés par l'oligarchie occidentale. C'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans son bureau qui appelle depuis l'Occident pour donner les injonctions. Les peuples d'Afrique, nous avons besoin de la souveraineté des peuples, de la liberté des peuples, l'Afrique des libertés aujourd'hui. C'est ce qui est au menu du jour. On ne peut plus repartir à la colonisation, à l'ère coloniale. Non, il faut que les dirigeants africains se disent une chose. Tout ce qui compte pour un pays, c'est l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt du peuple. Mais si vous voyez que l'intérêt du peuple est menacé, si vous voyez que le peuple ne se retrouve pas dans ce que vous faites, remettez-vous en question. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, nous ne cessons de dire au président Denis Sassou Nguesso qu'après avoir dirigé le pays pendant 40 ans, ton parti 50 ans, essaie de faire l'auto-évaluation. Regardez où nous en sommes. Est-ce qu'il n'est pas important d'avoir l'humilité de reconnaître que nous avons échoué? Il faut passer les manettes vers d'autres personnes. Donc, les pays de l'AES, pour revenir, c'était une parenthèse vite fait, je suis de tout cœur avec le peuple nigérien, le peuple burkinabé et le peuple malien. Je le dis parce qu'aujourd'hui, ces peuples ont démontré leur désir de s'affranchir d'une certaine tutelle. Et donc, le Congo de demain, le Congo de destin gavé, tissera des rapports de coopération et de partenariat avec tous les pays. Mais nous allons mettre un accent particulier sur les pays qui prônent la souveraineté. Non seulement la souveraineté économique, mais la souveraineté militaire, la souveraineté sociale, la souveraineté industrielle, mon cher frère. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Le Congo ne transforme même pas 5% de ses matières premières. Comment voulez-vous créer des emplois dans un pays où vous êtes incapable de transformer vos matières premières? Il faut que les matières premières aillent en France, en Chine, aux États-Unis, ils vont transformer là-bas. Et quand ça revient ici, ça devient 3 fois, 4 fois plus cher. Donc aujourd'hui, nous avons besoin des pays. Nous avons par exemple suivi le capitaine Ibrahim Traoré, donner des tracteurs agricoles aux populations, des motopompes et autres. Ce sont des actions salvatrices. Parce que si on veut atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est pas seulement par la bouche, comme l'a fait Denis Sassou Nguesso depuis 1980. Nous sommes à 44 ans déjà, depuis qu'il a tenu le discours que le Congo devrait atteindre l'autosuffisance alimentaire en 2000. Mais lorsqu'on veut parler de l'autosuffisance alimentaire, c'est pas aller prendre des partenaires sulfureux comme le Rwanda pour signer des accords avec une élite qui est dans le pillage. Nous voulons aujourd'hui que le gouvernement, que le peuple, que les autorités politiques africaines, que les dirigeants africains arrivent à comprendre que le peuple demande que l'eau, l'électricité, la santé, l'emploi, la nourriture, c'est ce que le peuple demande. Et si vous avez la possibilité de le faire, arrêtez d'être téléguidés par les Blancs, arrêtez d'être téléguidés par les Occidentaux, arrêtez d'être téléguidés par l'élite occidentale. Parce que nous n'avons pas de problème avec le peuple européen, le peuple occidental. Le peuple occidental, ce sont nos frères. Quand je vais en France, je vais dans les pays de l'Union européenne, il y a l'hospitalité. Mais nous, notre problème, c'est l'élite politique occidentale qui ne veut pas que l'Afrique puisse s'affranchir, qui ne veut pas que l'Afrique puisse aujourd'hui titiller. Nous voulons des relations gagnant-gagnant aujourd'hui. L'Afrique des libertés, c'est l'Afrique qui ne va plus se courber devant un colon, mais c'est l'Afrique qui veut s'affranchir, qui veut prendre ses responsabilités. Et les présidents africains ont la capacité aujourd'hui de suivre l'exemple des dirigeants des États du Sahel, qui aujourd'hui sont en train de prôner la souveraineté. Maintenant, il y a des choses à revoir. Non seulement je suis panafricain, il faut le dire, mais je suis aussi un démocrate. Et lorsqu'on est panafricain et démocrate, il faut faire le juste milieu. Nous voulons bien que ces pays puissent s'affranchir, mais il ne faut pas que les libertés fondamentales aussi dans ces pays soient biaisées. Parce qu'il ne faudrait pas prôner tout simplement, soutenir
les militaires, c'est très bien, mais il faut aussi regarder les questions de liberté fondamentale, les aspirations du peuple en termes de démocratie, c'est très important. Et ça, lorsque nos dirigeants vont arriver à mélanger la souveraineté et les aspirations du peuple avec les libertés fondamentales, je pense que nous allons avoir des pays solides avec des populations qui seront en phase avec eux-mêmes et je pense que nous n'aurons plus de problèmes avec l'immigration. Parce que si les jeunes Africains aujourd'hui décident d'aller mourir dans la Méditerranée, c'est parce qu'ils veulent les lendemains meilleurs. Mais quand ils arrivent en France, j'ai des amis, quand vous discutez aux États-Unis, en France, ils vous disent que tout ce que nous gagnons ici, nous n'avons pas la possibilité de vivre comme nous l'espérons, parce que la moitié de l'argent se retourne en Afrique parce que les parents sont en difficulté. Donc, il faudrait créer les conditions pour que la jeunesse congolaise, qui a la compétence, travaille sur le continent. Nous avons la fuite des cerveaux. Pourquoi? On a des ingénieurs calés, mais qui ne veulent pas venir travailler en Afrique. Pourquoi? Parce que les salaires sont piètres et médiocres. Alors qu'en Europe, un ingénieur peut gagner 3 000 euros le mois. Ici, quand tu viens au Congo, moi j'étais ingénieur dans une compagnie pétrolière. Vous savez combien je gagnais à l'époque? Je gagnais 290 000. Vous voyez, ce sont des salaires de misère. Et quand vous voyez toutes ces réalités, on ne peut pas en vouloir à la jeunesse africaine qui décide d'aller chercher ailleurs. Vous vous voulez dire 280 000 francs CFA? 280 000 francs CFA, voilà, merci pour la précision. Sinon, 290 000 francs CFA pour un ingénieur pétrolier, c'est un salaire de misère, c'est un salaire de merde. Donc aujourd'hui, je suis totalement avec les États du Sahel. Je partage les aspirations de ces peuples et ils ont notre soutien. D'ailleurs, en 2022, 2021, 2022, je me suis rendu personnellement à l'ambassade du Mali à Brazzaville. J'ai rencontré les autorités consulaires. J'ai déposé un mémorandum de soutien au peuple malien face aux sanctions de la CEDEAO. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on est panafricaniste, on ne fait pas du deux poids, deux mesures. On est cohérent, on veut le bonheur du peuple africain. Et moi, je voudrais voir les Africains mieux chez eux. Vous savez, chaque fois, chaque minute qu'un enfant africain meurt à cause du paludisme, c'est un crime que les autorités africaines commettent. Parce que nous avons suffisamment de ressources. C'est le continent le plus riche. Mais regardez le niveau de la population, le niveau de misère, le niveau de précarité. Donc moi, je veux que l'Afrique de demain soit une Afrique souveraine, une Afrique adaptée aux aspirations de la population et surtout une Afrique prospère qui va rivaliser avec d'autres continents en les regardant droit dans les yeux. alors en parlant de démocratie, on sait que le président Sassou Nguesso a déjà prévu sa succession. Son fils, en principe, devrait lui succéder, quelles que soient les conditions. Vous savez, quelqu'un qui est habitué à arriver au pouvoir par des coups d'État et à chasser les élus, ben, je pense que son fils va arriver à ses fins. Il faut savoir aussi qu'au Rwanda, puisque vous parlez d'un pays sulfureux, le Rwanda, le président Kagame prépare sa fille et ses fils, qui sont des militaires, à lui succéder au pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'au Congo, le fils de Sassou Nguesso va vous trouver sur son passage et que vous allez l'empêcher de succéder à son père? La chose dont je suis le plus sûr au monde, où je mettrai ma main au feu, il n'y aura pas de plan de succession dynastique. Il n'y en aura pas. Le peuple congolais qui m'écoute devrait se rassurer. Il n'y aura pas de plan de succession dynastique. Après Sassou, on ne parlera pas Sassou. Ça, c'est très important de le préciser. Maintenant, ce qui se passe au Rwanda, je n'ai pas la latitude exacte de savoir ce qui se passe, mais je parle ici du Congo. Il n'y aura pas de plan de succession dynastique au Congo. Ce sujet-là n'est pas à l'ordre du jour et ne sera jamais à l'ordre du jour. Parce qu'après 40 ans de la gestion opaque d'un Sassou, pensez-vous que le peuple va accepter qu'il y ait un autre Sassou qui a déjà... Parce que le problème, ce n'est pas d'abord le plan de succession dynastique. Le problème, c'est l'homme dont on parle. Ce n'est pas quelqu'un qui est resté sur la maison, qui n'a pas géré les affaires publiques, mais c'est quelqu'un qui baigne de la malgestion, de la corruption, dans les détournements des deniers publics. Dernièrement, avant-hier, j'ai suivi sur le journal Le Monde, mon cher ami, mon cher frère, journal Le Monde. On a publié Dubaï, on a intitulé Dubaï où on a cité. Vous savez, dans cette liste-là, on a trouvé la campagne de celui dont vous parlez qui a rêvé de la succession, mais il a vite compris que la succession n'est plus d'actualité.
qui a acheté une maison de 3 millions de dollars à Dubaï. Cette dame-là, qu'est-ce qu'elle fait pour acheter une maison de 3 millions de dollars? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a quel revenu? C'est l'argent détourné du Congo. Donc aujourd'hui, il a été à la tête d'une société étatique, la Société nationale des pétroles du Congo. Il était en charge de la vente du pétrole congolais. Nous savons ce qu'il a fait de cette société. Il est aujourd'hui, depuis 3 ans, ministre de la coopération internationale. Il a signé près de 200 et quelques accords. 0 emploi créé. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas quelqu'un aujourd'hui, il avait une fondation, Perspective d'avenir. Cette fondation a même envoyé des étudiants au Maroc. Ils ont abandonné les étudiants là-bas. Ces étudiants-là, jusqu'à l'heure où je vous parle, ils n'ont pas reçu leur diplôme à l'université privée de Marrakech. Donc, vous comprenez par là que ce n'est pas un étranger, ce n'est pas un inconnu des Congolais. Nous le connaissons. Nous connaissons l'homme. Et les Congolais n'accepteront pas qu'une telle personne, avec une moralité douteuse, puisse être à la tête de notre pays. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y aura pas de plan de succession dynastique. Alors, on va revenir maintenant au sujet central de notre émission. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, on va parler de la concession de terres. C'est vous qui connaissez l'importance de ces terres, ce qu'elles représentent pour les Congolais. En tout cas, ce sont des terres normalement agricoles qui ont été cédées au gouvernement rwandais et à la société Crystal Venture. Crystal Venture, c'est la société composée par Kagame, sa femme et les autres membres de son parti, à l'élite, Tutsi, comme on dit souvent au Rwanda. Euh, j'ai vu par ailleurs que votre parti, avec des partenaires congolais d'en face, de Kinshasa, vous avez condamné cette concession de terre. Pouvez-vous nous parler d'abord de ce projet de concession ou si c'est déjà réalisé, nous dire en quoi consistent les accords signés entre Kagame et Sassou Nguesso et pourquoi vous condamnez ces accords? Alors, très rapidement, avant que je rentre dans le vif du sujet, la déclaration que nous avons faite, c'était pas dans le cadre de mon parti, c'était dans le cadre de l'ONG, dont je suis président ici à Brazza, avec le président de la RDC. On s'est retrouvés pour faire cette déclaration conjointe. Ils sont venus ici en mission de travail et on a fait on a fait la déclaration conjointe. Mais il faut dire, il faut que on le précise, je le précise, nous n'avons aucun problème avec le peuple. Aucun problème. Aucun problème. Nous, en tant que Avec panafricanistes, le peuple rwandais, vous n'avez pas de problème, c'est clair. voilà, on n'a pas de problème avec le peuple rwandais. Nous, notre problème, c'est l'élite politique rwandaise. Voilà. C'est cette élite politique qui nous pose problème. Alors, la question des terres, il faut dire que nous ne nous agitons pas parce que dans chaque pays, il y a une loi fondamentale qui est la Constitution. Et cette loi doit être respectée par tous citoyens, y compris le chef de l'État. Et lorsque la loi fondamentale n'est pas respectée, là, on parle de crimes de haute trahison. Donc aujourd'hui, voilà pourquoi nous tirons les sonnettes d'alarme. Nous disons, ça va à l'encontre de notre Constitution. Si vous persistez, ce problème de terre finira par emporter le régime de Sassou Nguesso. Ça, j'ai cette certitude, parce que les Congolais ne se laisseront pas faire. Donc le problème, c'est quoi? Déjà, il faut dire que la question des terres, c'est l'échec d'un homme. C'est l'échec de Denis Sassou Nguesso. Tout à l'heure, j'ai dit, Denis Sassou Nguesso a promis l'autosuffisance alimentaire au Congo. Et dès lors qu'il a compris que l'autosuffisance alimentaire devient chose impossible, il commence maintenant à aller chercher des partenaires. Mais lorsqu'on veut faire l'agriculture, lorsqu'on veut se développer dans un domaine, qu'est-ce qu'on fait, mon cher frère? On cherche des pays, des partenaires qui ont déjà fait leurs preuves dans le domaine. Ça, c'est le premier principe, c'est le B à bas d'un partenariat. On ne fait pas un partenariat sans pourtant que vous puissiez tirer profit du partenaire. Donc, nous avons vu il y a moins d'une semaine, on a publié la liste des pays agricoles, les 10 pays agricoles en Afrique. On n'a pas trouvé les traces du Rwanda. Mais on a vu le Cameroun, par exemple, notre pays frère. Mais pourquoi je prends l'exemple du Cameroun, mon cher frère? En 2023, j'ai fait un voyage à Yaoundé et Douala. Et lorsque je suis allé au marché, j'ai vu un tas de safou à 500. J'ai demandé à la personne qui était avec moi, j'ai dit, ce tas-là, c'est 5000 ou 500. Il m'a dit, non, président, c'est 500. J'ai crié. J'ai dit, mais c'est catastrophique ça. Mais
le Cameroun, c'est une catastrophe agricole. Donc, des pays comme ça, ce sont des pays qui ont expérimenté, qui connaissent les mécanismes, et c'est avec ces pays d'une telle acabit qu'on peut effectivement faire des partenariats agricoles. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On est allé nous prendre le Rwanda. Et lorsqu'on va nous prendre le Rwanda, le gouvernement est en train de baigner dans une certaine obscurité. Pourquoi je le dis? Au départ, on nous a dit, oui, on va céder les terres, on va donner les terres, on va céder les terres pour que la société Christian Venture, en partenariat avec Eni Congo, qui vont développer la culture du ricin. Bon, les Congolais, ils étaient... C'est quoi ça encore cette affaire? Et c'est parti comme ça. Après, ils ont continué. Non, c'est pour céder le site, on va céder le site Maluku à cette même compagnie pour un investissement de 100 millions de dollars. Ils ont continué. Et il y avait du flou total. Le président Sassou s'est retrouvé à Kigali. Conférence de presse conjointe avec son homologue Kagame. Il dit non, ceux qui n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui, ils finiront par comprendre demain. Tout le monde ne peut pas comprendre, tout le monde ne peut pas comprendre au même moment. Donc, le président Sassou s'est moqué de l'intelligence. Il s'est moqué de l'intelligence de l'élite. Et nous avons été surpris, mon frère. Qu'est-ce qui alimente aujourd'hui des tensions dans notre pays à travers cette question des terres? Parce que, je vais évoquer des questions géopolitiques après, parce que on a suivi un reportage de la télévision publique rwandaise, une présentatrice qui a dit que le Congo, le Rwanda est désormais propriétaire de 980 km de terre. Et les entrepreneurs rwandais sont arrivés au Congo pour identifier les terres. Et nous avons écouté ces entrepreneurs. 980 km². 980 km², ce qui représente 3 fois la ville de Brazzaville, ce qui est plus que même la superficie de Kigali, qui tourne autour de 700 et quelques kilomètres carrés. Donc, lorsqu'on a écouté ce reportage, on a dit, mais attendez, on parle là de 980 km² qui appartiennent désormais au Rwanda. Sur quel mécanisme? Comment ça s'est fait? Et c'est là où cette question a commencé à prendre de l'ampleur. Parce que, mon cher frère, qu'est-ce que dit notre Constitution? L'article 219 de la Constitution est clair. Nulle cession, nulle injonction du territoire national ne peut se faire sans que le peuple ne se prononce par voie de référendum. Ça, c'est un. Article 44 de la Constitution. Tout acte qui prive le peuple de son existence, le pays de son existence, est considéré comme un crime de haute trahison. Aujourd'hui, les 980 km que les Rwandais revendiquent les appartenants, ils les ont eus sur la base de quoi? De quel texte? Continuons. Nous avons écouté le Premier ministre Antoine Makosso, qui a perdu l'estime de tous les Congolais ou presque, qui a dit qu'ils ont donné des autorisations express. Autorisations express de 20 ans renouvelables. Mais autorisation express sur la base de quoi? Un décret d'autorisation express. Mais ça viole les dispositions de notre Constitution. Ça viole notre loi fondamentale. Ça, c'est un autre fait qui aujourd'hui commence. Parce que là, j'évoque maintenant des questions de géopolitique. Nous savons tous que le Rwanda soutient le M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Même les États-Unis qui étaient réservés au départ l'ont dit lorsque un camp de réfugiés a été bombardé il y a quelques jours. Les États-Unis ont condamné Kigali en disant qu'ils doivent arrêter, Kigali doit arrêter de soutenir les rebelles du M23. La France, allez-y. C'est juste pour vous compléter, en fait, les États-Unis ont même affirmé que c'était l'armée rwandaise qui avait bombardé le camp de Mubunga. Et c'est vrai parce qu'aujourd'hui, dans le nord Kivu, donc à l'est de la RDC, il y a plusieurs milliers de soldats rwandais qui se battent. Le M23 n'est plus je sais pas, une marionnette, hein. Sinon c'est l'armée rwandaise qui se bat et qui a bombardé le camp. C'est ce que disait le communiqué des États-Unis. C'était juste pour vous compléter. Merci pour la précision, mon frère. Donc, vous comprenez par là que même la France qui était un peu dubitatif, qui était un peu perplexe, commence à avoir une position claire. Et les États-Unis, à travers, comme je dis, l'ONU,
à travers un rapport, avait déjà pointé du doigt euh, le Rwanda à travers son soutien au M23. Et le site de Malou, le site que Crystal Venture vient d'acquérir, déjà, il est dit que vous ne pouvez pas donner à une société étrangère la gestion d'un site économique. Mais au-delà de ça, les textes du Congo disent, en ce qui concerne les conventions de propriété, vous ne pouvez pas céder une zone frontalière à une entreprise étrangère. Mais nous connaissons les vérités qui existent aujourd'hui entre le Rwanda et la RDC. Vous donnez à une entreprise qui appartient à Paul Kagame, le bras financier de son parti, le Front Patriotique, vous leur donnez un espace qui regarde Kinshasa en face, alors que la loi congolaise interdit ça. Qu'est-ce que cela signifie, mon cher frère? Donc, il y a un problème. Il y a un véritable problème. Et qu'est-ce qui aujourd'hui commence encore? Regarde le problème là où les Congolais commencent à se poser mille et mille questions. Depuis que cette société qui avait dit, Crystal Venture, qui vont venir avec 100 millions pour développer le site de Maluku, ça fait 3 ans, mon frère. Il n'y a même pas encore le courant sur le site. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas Internet. Mais depuis les 3 ans, eux qui avaient dit qu'ils avaient déjà les capitaux. Mais pourquoi le site? Pourquoi les entreprises ne fonctionnent pas? Donc, on comprend par là qu'il y a un véritable plan de complot. Et ça, nous ne pouvons pas accepter ça. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas tirer les leçons de ce qui se passe à l'est de la RDC. On ne peut pas être ignorant aujourd'hui de ce que vivent nos frères de la RDC. Et on doit fermer les yeux, boucher les oreilles et regarder notre pays aller dans la même direction et dans les mêmes sphères. Voilà pourquoi nous avons dit, nous n'accepterons pas ça. Déjà, ça viole notre loi fondamentale. Les accords n'ont jamais été ratifiés. Aucun parlementaire congolais ou presque n'a le contenu des 8 accords de coopération que nous avons signés avec le Rwanda. Et il y a même des accords de coopération militaire. Mais soyons sérieux. Un pays qui agresse un pays voisin, qui soutient une rébellion, qui pilote une rébellion face à un pays voisin, et vous voulez signer des accords de partenariat, des accords de coopération militaire. Quel est le regard de la RDC aujourd'hui lorsqu'ils voient toutes ces manœuvres-là, lorsqu'ils voient que nous sommes en train de collaborer avec ce pays-là? Je voudrais ici rassurer nos amis de la RDC. Demain, Destin Gavé, président de la République, si ces accords-là, d'ailleurs, ça ne va pas arriver, mais on ne sait jamais, ces accords-là ne vont plus jamais exister. La RDC, c'est un pays frère. Nos peuples ont la même culture. Nous parlons quasiment les mêmes langues. On ne peut pas accepter, par la cupidité des hommes politiques congolais, par l'échec de ceux-là qui n'ont pas pu gérer ce pays depuis plus de 40 ans, vouloir signer des accords pour mettre en péril la survie de notre nation. Que le peuple RDC se rassure que nous sommes de tout cœur avec eux et nous n'allons pas nous laisser faire. Donc, vous voyez, lorsque vous prenez tous ces éléments réunis, vous comprenez par là que ce sont des accords qui violent la souveraineté de notre pays, parce que ce sont des accords aujourd'hui qui ne sont pas ratifiés par le Parlement. Certains membres du gouvernement même n'ont pas accès à ces accords. Donc, quand vous voyez ces accords, c'est la dynastie Sassou Nguesso, le père président, le fils ministre de la coopération internationale, qui veulent manœuvrer derrière le dos de certains membres du gouvernement qui n'ont même pas la maîtrise, qui ne connaissent pas ce qui se passe, et on veut endosser, on veut engager le Congo dans un chemin de non-retour, dans une voie ténébreuse, pour que demain notre peuple puisse subir ce que nos voisins, nos frères de la RDC subissent à l'est du territoire. Ça, nous n'allons jamais accepter ça. Voilà pourquoi nous nous opposons vigoureusement à la cession des terres. Et je dis ici, si Sassou Nguesso Deni persiste et signe à céder nos terres aux Rwandais, le peuple va l'emporter. Je connais le peuple congolais. Je connais ce peuple. C'est pas un peuple, c'est un peuple résilient. Oui, c'est bien. Mais la colère du peuple congolais risque d'être très violente. Très violente. Voilà pourquoi je demande à Denis Sassou Nguesso et à son fils et à leurs complices de nous arrêter ce cirque, ce spectacle, cette comédie. Nous n'avons plus besoin de la comédie. Nous avons besoin aujourd'hui que ces partenariats soient purement et simplement annulés. Nous n'avons pas de problème avec la population rwandaise. Les Rwandais sont ici.
ceux dont nous avons reçu depuis le génocide, ils sont implantés ici, ils ont fait des enfants ici, ils savent le caractère hospitalier du peuple congolais, ils n'ont jamais eu de problème ici. Mais notre problème, c'est l'élite. Nous ne voulons pas de Crystal Venture, c'est une compagnie, c'est une société de mascarade, c'est une société de fraude, ils sont dans les blanchiments d'argent, ça nous ne voulons pas et nous n'accepterons pas ça. Voilà pourquoi nous nous opposons et nous demandons au peuple congolais. J'appelle, je lance là un appel solennel à toute l'élite congolaise, toute la classe politique, même ceux de la majorité, parce que les questions des terres ont été à l'origine de plusieurs maux à travers le monde. Palestine aujourd'hui, Israël, c'est un problème de terre. Nous le savons et nous n'allons pas accepter ça. Voilà pourquoi j'appelle à la résistance. Il faut que le peuple congolais active le mode résistance. Il faut résister face à Denis Sassou Nguesso et son fils, face au clan d'Oyo qui veut prendre le peuple en otage. Il faut résister. Les terres, c'est notre identité. Les Mabiela Manganga se sont battus. Les Matswa Grenard André, ils se sont battus pour les terres Congo. Et moi, je suis un petit-fils de Matswa, un petit-fils de Kipavita, un petit-fils de tous les résistants, les ancêtres qui se sont battus, qui ont versé de leur sang pour que le Congo soit Congo aujourd'hui. Et on ne va pas accepter qu'un petit groupuscule qui s'approprie donc les titres fonciers du Congo, qui pensent qu'ils sont plus congolais que les autres, et ils viennent régner, ils viennent vendre nos terres et laisser les générations futures dans une merde. Ça, nous n'allons pas accepter. Voilà pourquoi le peuple doit activer le mode résistance pour que demain, s'ils franchissent la ligne rouge, ils vont marcher sur les cadavres de tous les Congolais. Sans ça, ils seront emportés et ils vont se retrouver dans les poubelles de l'histoire. Voilà ce que je pouvais dire. C'est un langage qui me fait penser à... D'abord, je vous ai comparé au Sénégalais, ensuite à l'AES, mais là, je vois aussi à travers vous l'esprit Ouazalendo. Les Ouazalendo, ce sont les jeunes patriotes de l'Est de la République démocratique du Congo qui résistent vraiment aux agressions du Rwanda et de ses complices. Eh bien, c'est vraiment cet esprit-là qu'il faut avoir dans la région. Nous devrions créer une synergie pour s'informer mutuellement. Et pour revenir à Crystal Venture, sachez que c'est une société composée essentiellement de hauts officiers de l'armée rwandaise et de retraités, d'anciens militaires qui sont venus d'Ouganda et qui constituent cette société. Bien, lorsqu'on vous dira qu'il y a des ouvriers rwandais à Maluku, en fait, sachez peut-être que 80% de ces gens-là sont des anciens militaires qui continuent à fonctionner au sein de l'armée rwandaise. Il faut le savoir. Et pour ceux qui ne connaissent pas la géographie des lieux, Maluku se trouve en face de Kinshasa. Il y a Maluku du Congo-Brazza et Maluku de RDC. Et d'ailleurs, nous avons fait une émission il y a quelques années en parlant du pont qui devait traverser le fleuve Congo. Je ne sais pas si ce pont a été construit, mais le Rwanda voulait se rapprocher le plus possible du lieu d'implantation et de construction de ce pont. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu ça en Centrafrique avec l'arrivée des militaires rwandais. Aujourd'hui, on parle de Crystal Venture, on parle de tous ces contrats. Il faut s'attendre effectivement à des effets géopolitiques qui peuvent être graves. C'est pourquoi je pense que le travail que vous faites avec l'Alliance démocratique, l'Alliance pour l'alternance démocratique, je pense que ceux-là sont des Congolais. Eh bien, c'est très important que vous vous battiez ensemble, côte à côte, pour, n'est-ce pas, marquer cette solidarité entre les peuples de la région, contre ceux qui veulent en tout cas nous dominer et massacrer nos populations respectives. À vous, qu'est-ce que vous pensez euh, de cette suggestion de Non, mais, collaboration? non, mais là, vous venez d'apporter encore des précisions chirurgicales à propos de Crystal Venture. J'ai fait des recherches sur cette compagnie et là, vous venez encore de donner des éléments complexes. C'est pour dire aujourd'hui, effectivement, le pont n'a pas eu lieu. Le président Tshisekedi l'a dit dernièrement lors du sommet des trois bassins. Il a dit, si je constate que mon voisin commence
il a dit de façon intelligente, je ne veux plus accepter le pont, mais je veux mettre les murs. C'est une façon de dire non à ce projet. Mais sur quoi? Sur la base de quoi? Mais sur la base des accords que le Congo a signés avec l'État du Rwanda. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous devons résister parce que la terre, c'est l'identité d'un peuple. Lorsque on vous prive de vos terres, ça veut tout simplement dire qu'on vous a pris votre dignité. Ils nous ont déjà pris la dignité en nous privant des besoins existentiels. Et aujourd'hui, on ne peut plus accepter qu'on nous prenne notre dignité en vendant, en cédant nos terres. Ça, nous n'allons pas accepter ça. Et donc, il est temps aujourd'hui que les Congolais parlent d'une seule voix. Et je voudrais préciser, en profitant de vos antennes, à dire à la population congolaise aujourd'hui. Denis Sassou Nguesso a résisté 40 ans au pouvoir avec un discours. Le discours de la division. Le discours de vouloir créer un mythe, un pont, une séparation entre les peuples du Sud, qu'on appelle vulgairement de la partie septentrionale du pays, au nord du pays, les Congos, et les nordistes, qu'on appelle souvent les Mboshi. Ça, sont des manœuvres politiciennes. C'était pour créer une certaine bouclier humain, un certain bouclier humain, afin que les ressortissants de la partie nord du pays se sentent en sécurité et disent que ça, c'est notre leader. Mais ce schéma ne peut plus marcher avec l'Afrique des libertés. Parce que la partie nord du pays, par exemple, c'est la partie la plus enclavée de notre pays. Quand j'ai quitté Ouesso pour aller à Ifondos, j'ai fait 2 jours en route. Alors que c'est eux qui sont aux affaires, les gens du nord, comme on l'appelle vulgairement, entre guillemets. Je veux tout simplement dire au peuple congolais aujourd'hui de ne plus céder à cela. Nous sommes un seul peuple. Nous devons être unis comme un seul homme pour mettre fin à une dictature. Lorsque les jeunes Sénégalais se sont levés pour appuyer Sonko, est-ce qu'on écoutait que c'était un Sénégalais de la Casamance, c'était un Sénégalais de Thiès et autres? C'était les Sénégalais dans leur globalité. Et la jeunesse congolaise aujourd'hui doit comprendre une chose. Le peuple congolais doit comprendre une chose. Que lorsqu'il y a les coupures d'électricité à Diata, il y a aussi les coupures d'électricité à Nikalou. Lorsque les étudiants issus de la partie sud du pays ne sont pas payés, ils n'ont pas de bourses, c'est tous les étudiants congolais qui n'ont pas de bourses. On ne sélectionne pas pour dire qu'on paye les étudiants du nord et on ne paye pas les étudiants du sud. Lorsque les denrées de première nécessité flambent sur le marché, les nordistes n'ont pas de prix baissés et les sudistes les prix élevés. C'est pour dire que le pays doit être uni. Arrêtons avec des discours qui ne nous honorent pas, les discours de séparation, les discours tribaux. Ça, on ne veut plus de ça. Il faut aujourd'hui que le peuple arrive à comprendre, à identifier le mal du Congo. Le mal du Congo, c'est Denis Sassou Nguesso et son système. Ça, c'est déjà l'identification. Et lorsque vous identifiez un mot, lorsque vous faites le diagnostic d'une maladie, mais il faut maintenant prescrire un traitement pour la maladie. Et aujourd'hui, le traitement du Congo, c'est de ne plus voir Sassou à la tête du pays. Parce qu'il a démontré qu'il est incompétent, il est incapable de bien diriger le pays. Et donc, ce qu'on doit dire aujourd'hui, on ne veut plus le voir. Donc, le peuple a identifié son mot. C'est une petite élite de 2000 personnes regroupées qui contrôle tout le pays en termes économiques, militaires et autres. Si vous regardez le niveau du népotisme au Congo, mais vous allez avoir pitié du Congo. Si vous voyez le tribalisme, le taux de tribalisme, regardez les fonctions aujourd'hui dans notre pays. Les fonctions régaliennes sont dirigées par des Congolais issus d'une seule partie. Mais est-ce qu'ils sont plus Congolais que les autres? Voilà pourquoi nous disons que ne rentrons pas dans cette cadence parce que nous souffrons tous. Ne dites pas que non, ce sont les terres du Sud et nous, on ne va pas s'occuper de ça parce que nous sommes au Nord. C'est une grave erreur. Une grave erreur. Parce que les gens qui ont des idées d'extension, qui veulent aller un peu partout, attention, le Rwanda aujourd'hui n'a plus d'espace. Mais est-ce que les Congolais peuvent comprendre qu'un pays qui n'a plus d'espace, qui est surpeuplé, 14 millions d'habitants ou plus, avec une petite superficie, mais ce sont les mêmes qui vont signer les contrats avec le Royaume-Uni pour que les immigrés soient rapatriés. Mais les immigrés vont aller où? Donc, vous comprenez par là qu'il y a un véritable complot pour l'extermination du peuple Congo. Attention! Attention, peuple congolais. Ne rêvons pas. Ne rêvons pas. Le Rwanda, je l'ai dit,
l'élite rwandaise a un plan. Et ce plan-là, ils ne vont pas expérimenter ce plan au Congo. Nous allons nous opposer à cela. Moi, j'ai dit, je serai le premier combattant, le premier à descendre dans la rue pour m'opposer à la cession des terres Congo. Donc, que le peuple congolais ouvre grandement les yeux, que le peuple congolais écoute les cris, les pleurs de nos frères à l'est de la RDC, les viols qu'il y a eu là-bas, les massacres. Et je voudrais encore dire un truc, une chose, je profite tous de vos ondes. Le chef de file de l'opposition, chef de l'opposition congolaise, Tsatsi Mabiala, je parle de lui et je l'indexe, lui. Il a organisé une conférence de presse où il a dit que nous nous rappelons tous, en 97, les Rwandais ont violé, ils ont tué les gens avec les machettes et autres. Mais c'est le même Tsatsi Mabiala qui, après avoir fait cette déclaration, ce discours, celui qui dit encore que nous ne sommes pas contre, l'État peut signer des partenariats avec n'importe quel pays pour l'intérêt du peuple congolais. Lui, il sait très bien au fond de lui que ces accords ne vont pas dans le sens du bien-être du peuple congolais. Mais comme c'est quelqu'un qui est tenu par le PCT, il est tenu à la gorge par le PCT, il est obligé de faire plaisir à ses maîtres, ceux qui le manipulent. Mais je lui rappelle une chose, il a été humilié au Parlement, il était obligé de quitter la salle. Il a été humilié. Donc, lorsqu'on atteint 75 ans ou plus, il faut penser aux générations futures. Il faut penser à la postérité. Et je rappelle encore à tous les caciques du pouvoir, ils ont la progéniture. Ils ont des enfants qui sont de notre génération. Les enfants qui doivent léguer ce Congo-là, qui sont autant congolais que nous. Mais est-ce qu'ils pensent un jour au risque? Est-ce qu'ils pensent un jour à la survie de leurs enfants? Oui, ils peuvent dire qu'ils vont envoyer leurs enfants, ils ont assez volé, ils ont planqué de l'argent dans les paradis fiscaux, leurs enfants, leurs petits-enfants iront vivre dans des pays occidentaux et autres. Mais il y a la famille élargie, il y a les nièces, il y a les neveux, il y a tout ça là. Il faut qu'à un moment donné, nos dirigeants réfléchissent avec le cerveau. C'est très important pour un dirigeant de réfléchir avec le cerveau. Parce qu'on a comme l'impression que le dirigeant ne réfléchisse plus. Peuple congolais, levez-vous. Soyez en état d'alerte. Comme on dit souvent dans l'armée, vous êtes des réservistes aujourd'hui. Dès qu'il y a un mot d'ordre, dès qu'il y a un besoin qui va se présenter, nous allons venir vers vous. Et ce jour-là, nous allons prendre nos responsabilités devant l'histoire. Parce que, en tant que politique, nous avons la responsabilité de protéger le peuple. Nous avons la responsabilité d'être devant le peuple. Nous avons la responsabilité d'édifier le peuple, d'encadrer le peuple, de raisonner au peuple. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Bannissez de façon définitive le discours de séparation, le discours tribal, le discours de haine. Le Congo est un et indivisible. Il n'y a pas un Congo du Nord, il n'y a pas un Congo du Sud. Il n'y a pas un Congolais du Nord, il n'y a pas un Congolais du Sud. Nous sommes tous des Congolais. Et notre mère, c'est la patrie, c'est le Congo. Et lorsque une partie du pays est touchée, c'est tout le pays qui doit être touché. Prenez l'exemple du corps humain pour terminer. Lorsque vous avez mal à la dent, vous avez mal au pied, c'est tout le corps qui souffre. La main n'a plus la force de prendre quelque chose. Le pied n'a plus les pieds n'ont plus la force de marcher. La tête n'a plus la force de réfléchir. Les yeux deviennent flous, n'ont plus la force de regarder. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut que la population congolaise se refait à l'image du corps. Nous sommes plusieurs membres d'un seul corps. Mais lorsqu'une partie du corps est malade, c'est tout le corps qui est paralysé. Et donc aujourd'hui, si les terres sont cédées dans la partie sud du pays, ne vous dites pas que vous êtes exclus, vous êtes exemptés, parce que c'est 342 000 km² seulement. Vous pensez que cette armée, ce pays, le Rwanda, vous voyez ce qui s'est passé. Vous avez vu vous-même le Rwanda en 94. Vous avez vu l'esprit des Rwandais, de l'élite, les militaires qui sont façonnés par le FP. Je ne parle pas de la population rwandaise en général, que j'aime bien. J'ai des amis rwandais, nous discutons au quotidien. Eux-mêmes, certains sont très opposés à ce plan-là. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est l'élite politique rwandaise. Le problème, c'est Christelle Vianture, qui est une main financière
de Paul Kagame. Et ça, il faut que le peuple se réveille. Mais pour mettre fin à une dictature, pour mettre fin à un régime autoritaire, il ne faut plus aller sur la base des séparations, sur la base des divisions. Tant que nous ne serons pas unis, Sassou Nguesso aura le temps de mourir au pouvoir. Mais si nous nous levons, il va prendre sa retraite et il sera dans les oubliettes, il va se retrouver dans la poubelle de l'histoire. Parce que retiendront le peuple congolais de la carrière politique, du parcours, de la gestion de Denis Sassou Nguesso. Donc voilà ce que j'allais compléter pour que le peuple arrive à rimer avec l'Afrique des libertés et surtout de se défaire. Il faut se battre. Vous voyez, lorsque on vous tient, comme même les bandits vous attrapent dans la rue, on commence à vous êtes en train de vous débattre. Il faut que le peuple arrive à se débattre. Il faut que le peuple arrive à se détacher, à se libérer de ses chairs. Comme disait le professeur Pascal Lissouba, passe son âme. Ce n'est pas la communauté internationale qui va sauver le Congo. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui vont sauver leur pays. Et je suis sûr, la communauté internationale a toujours été complice, nous le savons. C'est au peuple congolais, c'est à la jeunesse congolaise qui représente 70% de la population de se lever et de regarder Denis Sassou Nguesso droit dans les yeux et lui dire ce pays ne t'appartient pas, ce pays appartient à tous les Congolais. Merci beaucoup pour votre exposé, vos explications qui ne peuvent qu'en convaincre nos auditeurs et téléspectateurs. Il y a un dernier sujet peut-être avant la fin de l'émission, c'est l'aspect précisément voisinage avec la RDC, parce que je rappelle à nos auditeurs que vous êtes, vous, du Congo-Brazzaville, vous parlez de ce qui se passe au Congo-Brazzaville aussi, bien sûr, mais que vous êtes un panafricaniste. C'est-à-dire que tout ce qui touche à la RDC touche le Congo-Brazzaville. Or, vous le savez, depuis 1996, le Rwanda a attaqué à plusieurs reprises le Congo. Ils sont même venus jusqu'à côté de vous, là, du côté du barrage Inga, pour essayer de prendre Kinshasa à revers. Ensuite, ils ont continué à massacrer les populations congolaises, de l'Est, du Centre et de l'Ouest, même à Kinshasa d'ailleurs. Aujourd'hui, on compte, selon les chiffres laissés par certains organismes de l'ONU, plus de 12 millions de morts en RDC provoquées par les agressions répétées de l'armée de Paul Kagame. Et on comprend mal justement comment le président Sassou Nguesso, qui est voisin de Kinshasa, qui est un frère des Congolais, qui parle lingala, qui parle peut-être aussi Congo, qui parle les langues de la région, on comprend mal comment il ne peut pas être sensible au malheur du Congo, de la RDC, et qu'il va au contraire s'allier avec justement celui qui est en train de provoquer la mort de ces millions de Congolais. Est-ce que vous comprenez ce qui se cache derrière? Aujourd'hui, on parle d'une dame qui serait dans son cabinet et qui dirige les affaires du Congo. Il y a peut-être d'autres intérêts que nous ignorons. D'après vous, est-ce que le président Sassou Nguesso est sensible à la guerre et aux victimes congolaises de la guerre qui se déroule à l'est de la République démocratique du Congo? Lorsque nous écoutons certains proches du pouvoir sur le dossier, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que les nations n'ont que des intérêts. Le Congo doit d'abord regarder ses propres intérêts avant de penser ce qui se passe chez les autres. Et moi, je retorque souvent en leur disant que on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin. Vous savez, c'est dommage. Je le dis avec beaucoup de regret, avec un cœur qui saigne. Le président Denis Sassou Nguesso, qui a fait plus de 40 ans au pouvoir, devrait, je pense, de mon point de vue, connaître un peu comment gérer, comment s'arrimer avec les voisins, comment reconsidérer la géopolitique. Et surtout, aujourd'hui, on parle de la géopolitique des peuples. Il faudrait faire l'évaluation dans la vie. L'évaluation. Il faut regarder son histoire.
Un homme politique, c'est celui-là qui prend tous les éléments, il met sur la table avant de signer des accords et des partenariats. Je ne pense pas qu'on avait pointé un pistolet sur la tente du président Sassou pour qu'il engage le Congo dans ce chemin obscur. Il a fait de façon réfléchie, poussée peut-être par son fils, mais jusqu'à preuve du contraire, celui du président de la République. Et lorsqu'on constate qu'on n'a plus les capacités, peut-être intellectuelles, peut-être morales, peut-être physiques, je ne sais pas, de commander un pays pour l'amour de son pays, parce que quand vous atteignez 80 ans, il faut le dire, on est vulnérable. Je ne veux pas dire ici que je défends la vulnérabilité du président Sassou Nguesso. Loin de là, les Congolais me connaissent assez. Mais je veux dire que lorsqu'on atteint 80 ans, pourquoi la Constitution de 2002 disait qu'on ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle au-delà de 70 ans? Et j'ai même vu ça au Gabon lors du dernier dialogue. Ils ont remis ça, ils ont pris ça. On ne peut pas être candidat au-delà de 70 ans. Parce qu'on se dit qu'au-delà de 70 ans, pour nous les Africains, souvent, chez les Occidentaux, ça peut passer. Pourquoi ça peut passer? Parce que là-bas, les gens ont l'amour du pays. Là-bas, les gens sont patriotes. Les gens voient l'intérêt supérieur de la nation. Donc, même si un président a quelques failles, l'entourage ne vont pas tirer le drap pour leur propre intérêt. Parce qu'on parle nation. Mais dans les pays africains, on a compris que l'Africain est cupide. L'Africain a le sang de la corruption. Donc, quand ils ont un président vulnérable qui ne maîtrise plus un certain nombre de choses, l'entourage va tirer le drap pour tirer le plus grand bénéfice de cette faiblesse. Voilà pourquoi on avait dit à 70 ans, on ne peut plus être candidat. Et moi, je le dis quand je serai président, je vais remettre cet article. À plus de 70 ans, on ne peut plus être candidat. Parce qu'on se dit qu'à plus de 70 ans, on a perdu quelque chose. C'est le troisième âge. Et Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, a 80 ans revenu. Ça veut dire qu'il peut être une personne vulnérable. Pour les appétits politiques, ça peut être les appétits politiques de son fils, qui veut à tout prix foncer vers un chemin sans issue de la succession. Mais je l'ai dit, il n'y aura pas de plan de succession dynastique au Congo. Et donc, le fils peut profiter de la faiblesse de son père pour pousser les pions et aller prendre n'importe quel partenaire qui pourra l'aider demain, même sur le plan militaire, pour prendre le pouvoir. Parce qu'il sait que sur le plan démocratique, il ne peut pas. Quel est le Congolais qui va accepter Denis Christophe Sassou Nguesso comme président de la République? Il faut que ça soit les gens de sa famille, peut-être. Donc, je veux tout simplement dire ici que je suis sidéré parce que le président Sassou est censé connaître ces choses. Et donc, ne pas être sensible, dévoiler son insensibilité aux yeux du monde vis-à-vis de la population de la RDC, je trouve que c'est quand même méchant. Ça, c'est mon point de vue, de mon strict point de vue. C'est assez méchant vis-à-vis de l'histoire qu'a le Congo et la République démocratique du Congo. Ce n'est que le fleuve qui nous sépare. Le fleuve seulement nous sépare. Les deux capitales les plus proches au monde. Le voyage de l'étranger le plus rapide. Tac, tu arrives pour les Congolais. Donc, faire ce qu'il fait, il a encore le temps. Moi, je pense que le président Denis Sassou Nguesso peut sauver sa fin de règne. Il peut sauver, il peut sortir par la grande porte. La première des choses que les Congolais lui demandent, c'est d'abroger, d'annuler, de suspendre ces accords. Il faut que ces accords se retrouvent dans la poubelle de l'histoire. Deuxième chose que les Congolais lui demandent, c'est de sortir par la grande porte, d'organiser une transition politique. Parce que lui-même, à un moment donné, à moins que, ça va me faire mal, à moins que le président Sassou ne soit plus apte aujourd'hui à analyser comme il le faisait hier. Mais s'il a toujours cette capacité d'analyse comme hier, il peut vite s'en apercevoir autour de lui, en écoutant son peuple, qu'il est arrivé au bout du rouleau. C'est-à-dire que son régime a atteint la ménopause. Ce régime ne peut plus produire. C'est clair. Maintenant, si c'est un homme intelligent, si c'est un homme sage, je sais que certains lui prêtent des intentions ou lui prêtent des qualités de sagesse.
que moi, peut-être, je n'ai jamais vu. Mais d'autres disent qu'il est sage. Alors, s'il est sage, comme certains le prétendent, il est temps pour lui de reculer, d'évaluer et de dire, j'ai eu la chance de diriger un pays pendant 40 ans. J'ai eu la chance d'arriver jusqu'à 80 ans de vie, alors que mon grand-père Mobutu Seko est mort à 67 ans. J'ai eu la chance d'en arriver là, là où Kadhafi n'est pas arrivé, lynché par le peuple. J'ai eu la chance d'arriver là, là où beaucoup de dictateurs ont regretté à la fin de leur vie. Mais le bon Dieu m'a fait grâce d'avoir 40 ans, 80 ans révolus et de régner 40 ans sur un peuple. Même dans les royaumes, on voyait le royaume avec le roi David pour nous les chrétiens et autres, ils ont régné pendant 40 ans. Après, on avait senti que c'était l'usure. Et comme j'arrive à ce point-là de ma vie, je bénis le peuple congolais qui a supporté ma malgestion et autres. Je mets quatre sur table, je renie les Congolais, je libère les prisonniers politiques. Nous allons vers un véritable dialogue national inclusif. Nous mettons en place une transition pour restaurer la dignité du peuple congolais et nous organisons les élections où un Congolais sera choisi sur la base de son programme. Moi, à la place de Sassou, à la place de ses conseillers, à la place de ses enfants, c'est ce que je conseillerais à un père de 80 ans qui a eu la chance de diriger pendant 40 ans. Maintenant, s'il persiste, il n'engage que lui. Et je voudrais dire au peuple congolais d'en face, l'insensibilité du régime n'est pas l'insensibilité du peuple congolais. Nous, le peuple congolais, d'ailleurs vous le savez, lorsque la RDC tousse, nous aussi, nous nous sentons mal. Et je voudrais rassurer que l'insensibilité du pouvoir de Brazzaville n'est pas partagée par le peuple congolais dans sa globalité, dans sa généralité. 90% des Congolais ne veulent pas des accords avec le Rwanda. Pour une simple raison, la principale raison, je vous le dis, la principale raison qui pousse le peuple congolais de ne pas accepter ces accords, c'est surtout ce qui se passe à l'est de la RDC. C'est ça notre vitrine. Nous nous focalisons sur ça d'abord, avant de regarder le non-respect de la Constitution, la violation des lois et autres. Mais c'est d'abord ce qui se passe à l'est de la RDC. Donc, quand un peuple ne veut pas de quelque chose, en se référant à ce qui se passe chez son frère, son voisin, ça témoigne de l'amour et de la sensibilité. Et donc, le président Sassou, ce qu'il fait n'engage que lui-même et sa conscience. Mais nous avons dit, le peuple a dit, je suis la voix du peuple. Parce que nous recevons des tonnes de messages tous les jours où le peuple nous demande de porter haut et fort leur voix parce que nous sommes dans un pays où la liberté d'expression n'est pas garantie. Vous, président Gavé, vous avez la capacité de parler. Vous êtes un homme politique, vous avez un parti politique également constitué, vous avez décidé d'être à nos côtés et vous êtes devenu notre porte-parole. Le peuple congolais dit à Denis Sassou Nguesso, à travers ma voix, que s'il persiste avec les accords, s'il persiste avec les accords avec le Rwanda, s'il persiste dans ces accords-là, le peuple va l'emporter. Il sera emporté et il va se retrouver dans les poubelles de l'histoire. Attention, ça c'est le peuple, le bas peuple, le citoyen lambda qui me demande de porter cette voix. Et donc, moi, en tant que petit-fils de Denis Sassou Nguesso, parce que j'ai l'âge de ses petits-fils, moi, en tant que son petit-fils, je lui conseille en tant que son petit-fils. S'il était mon grand-père, au-delà du fait qu'il soit président de la République, je partais le voir pour dire, grand-père, tu as atteint un niveau par la grâce de Dieu, mais remets l'ascenseur à ce peuple qui t'a tout donné. Parce que tout ce qu'il a, c'est le peuple qui lui a donné. C'est le Congo qui lui a donné. Il n'est pas né avec une cuillère d'or dans la bouche. Tout ce qu'il a eu, toutes les richesses qu'il a accumulées durant son règne, c'est la richesse du peuple congolais, c'est la richesse du Congo. Je lui dirais, grand-père, laisse. Grand-père, sors par la grande porte. Le nombre de jours qui te restent n'est pas comparable au nombre de jours que tu as déjà vécu. Il est temps de ne pas écouter les oiseaux de mauvaise augure qui sifflent, qui parlent dans tes oreilles, autour de toi. Ceux-là ne voient que leurs intérêts. Au premier coup de feu, à la première révolution, ceux-là, ça va être les premiers à fuir.
Mais le président Denis Sassou Nguesso doit se rappeler de 92. Lui-même, il parle de la traversée du désert. Combien de compagnons sont restés à ses côtés? Combien l'ont soutenu jusqu'au bout? On les comptait avec les doigts. Que le président Sassou se rappelle de l'histoire. Qu'il se rappelle de l'histoire. C'est le conseil de petit-fils. Je ne parle pas ici en tant qu'acteur politique. Je parle en tant que son petit-fils. C'est le conseil que je donne au président Sassou. À mon grand-père Sassou Nguesso, qui n'écoute pas les sirènes du mensonge, les vautours qui sont autour de lui, les ennemis de la République. Qu'est-ce qui témoigne qu'ils sont les ennemis de la République? Mais ils ont confisqué tout l'argent du pays. Sassou Nguesso ne bouffe pas seul. Il bouffe avec des gens autour de lui. Lorsque 180 milliards de francs CFA est détourné par le ministre de la Santé entre 2020 et 2022, alors que cet argent pouvait être utile, sinon cet argent était prévu pour la construction d'un centre de dialyse à Pointe-Noire, équipé. Vous savez combien de Congolais meurent à cause du diabète aujourd'hui? Vous savez combien de femmes meurent parce que la césarienne qu'on avait décrétée en 2011 gratuite ne l'est pas? Mais il y a des témoignages accablants. Donc, ça veut dire qu'il y a des vautours autour de lui. Et donc, lui, qui devient, entre guillemets, une personne vulnérable, vu son âge. Je ne dis pas ici que le président Sassou Nguesso n'a plus le contrôle de sa vie ou bien de ses paroles. Mais il est vulnérable, vu son âge. Et c'est normal. Nous tous, nous avions eu des grands-parents à 70 ans, 75 ans au village. On voyait comment ces personnes étaient vulnérables. Voilà pourquoi on parle du troisième âge. Pourquoi on parle de l'assistance aux personnes du troisième âge. Et donc, les vautours autour de lui ne voient que leur intérêt. Parce qu'ils savent que le jour que Sassou Nguesso sera emporté, eux aussi ils seront emportés. Et donc, ils sont obligés de le maintenir. Prenez l'exemple, mon frère, pour terminer, pour chuter, du président Bouteflika de l'Algérie à l'époque. Même sur la chaise roulante, on voulait le pousser pour qu'il soit candidat. Regardez mon grand-père Paul Biya, 81, 91 ans. Mais les gens veulent qu'il soit candidat en 2025. Vous voyez que l'Afrique, on a comme l'impression que c'est une malédiction. Bon, dans un tel pays, ici, il y a un coup d'état militaire. Vous allez dire que les militaires ne sont pas bien? Au Cameroun, là, si les militaires se réveillent un bon matin pour faire un coup d'état, est-ce que vous allez condamner ça? Parce que vous avez quelqu'un qui a 91 ans, qui ne contrôle plus quelque chose, qui est à tout moment en Suisse pour aller se faire soigner. Mais les gens autour, les vautours qui sont autour, le poussent. Faut être candidat, faut être candidat. Et ça, si les militaires se réveillent un bon matin, ils prennent leurs responsabilités. Le président Rawlings du Ghana disait, lorsque le peuple est oppressé par des dirigeants cupides, voleurs, il revient à l'armée de rétablir la dignité au peuple. Je ne suis pas un partisan des coups d'État, je suis un partisan des aspirations profondes du peuple. Je vous ai pris l'exemple du Cameroun. À 91 ans, on veut pousser Biya à être candidat. C'est ce qu'on a fait avec Bouteflika. Et donc, il y aura aussi des gens qui vont pousser Denis Sassou Nguesso en 2026. Ah, il faut être candidat, il faut être candidat. Vous voyez, c'est ça la mentalité des Africains. C'est cette mentalité-là que nous condamnons dans l'Afrique des libertés. Que le président Sassou Nguesso écoute le cri des Congolais qui ne veulent pas des accords avec le Rwanda, en solidarité directe avec nos frères de la RDC. Et s'il ne veut pas écouter les conseils d'un jeune garçon issu d'une famille modeste qui peut être aujourd'hui considéré comme un rien, qui est méprisé par les tenanciers du régime, c'est pas grave. S'il n'écoute pas, demain, lorsque le vent des libertés va emporter son pouvoir et lui, il va se rappeler qu'il y a un jeune garçon qui m'avait mis en garde un jour à travers une émission sur la chaîne des Grands Lacs. Mais je n'avais pas écouté. Oh, pourquoi je n'avais pas écouté ce jeune-là? Je ne suis pas prophète, mais je sais lire le temps. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère des changements et le peuple ne peut plus accepter l'inacceptable. Merci beaucoup, cher frère et ami Destin Gavet, pour cette excellente présentation des choses, hein, de la politique, des principes de votre parti, le mouvement républicain, dont vous êtes le président exécutif.
Merci surtout pour les projets, tout ce que vous envisagez de faire hein, d'ici 2026. Éventuellement, nous sommes là pour vous soutenir. Nous soutenons la jeunesse, même si certains d'entre nous ne le sont plus vraiment, mais nous soutenons cette énergie qui doit être partagée par toutes les jeunesses de notre région, la jeunesse congolaise en face, à Kinshasa, la jeunesse congolaise de l'Est de la RDC. J'ai parlé tout à l'heure de Wazalendo, que je soutiens sans limite. Je parle aussi de la jeunesse rwandaise qui doit se dire que le président Paul Kagame est de ceux-là qui sont dépassés par le temps et qui continuent à s'accrocher au pouvoir en massacrant les populations du Rwanda et de RDC. En tout cas, merci beaucoup. C'était un grand plaisir, c'était un honneur même de vous recevoir sur notre chaîne. Et bienvenue, chaque fois que vous souhaitez passer votre message au peuple de la région des Grands Lacs, nous sommes là pour vous recevoir et pour transmettre tous vos messages qui vont dans le bon sens. Merci beaucoup. Merci en tout cas, c'est à moi de remercier mon frère. C'était un grand plaisir d'avoir un tel échange. J'ai senti le professionnalisme, surtout l'amour dans la réaction faciale. Vous sentez que votre cœur, même en étant loin, votre cœur bat pour les peuples du Grand Lac, les Grands Lacs. Et je suis très honoré. J'étais très ravi de passer ici et je pense que je reviendrai toutes les fois que la nécessité va s'imposer. Et je remercie également vos téléspectateurs, ceux qui ont pris le temps de nous suivre. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que l'Afrique parle d'une seule voix. Et considérez-vous Africains partout où vous êtes. Considérez-vous Africains partout où vous vous trouvez, parce que nous avons le sang africain. C'est à nous de créer les conditions, de faire de notre continent un continent puissant. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 70%, 60% des richesses du monde, mais regardez l'état, le niveau des citoyens africains, le niveau de vie des citoyens africains. Partout en Afrique, on a quasiment les mêmes réalités, à l'exception de quelques pays qui ont compris qu'il fallait s'affranchir de la tutelle de l'oligarchie occidentale. Donc, je souhaite vous retrouver très bientôt et je remercie l'équipe technique d'avoir fait un travail extraordinaire et on se retrouve à la prochaine fois. Merci à vous. Merci et à très bientôt, mon frère. ONG Urgence panafricaniste en République du Congo. ONG Urgence panafricaniste en République démocratique du Congo. Déclaration conjointe des coordinations de l'ONG Urgence panafricaniste en République du Congo et en République démocratique du Congo. Depuis 30 ans, les puissances impérialistes, via le régime de Paul Kagame, mènent une guerre par procuration à l'est de la République démocratique du Congo, qui a causé la mort à plus de 10 millions de Congolais et le viol à plus de 500 000 femmes congolaises et a installé un système de pillage des richesses naturelles profitant aux multinationales occidentales. Malgré ce constat sombre et amer, vécu par nos frères de la République démocratique du Congo, le noyau dur du régime de Brazzaville, incarné par la dynastie Sassou Nguesso, où le père est président de la République et le fils est ministre de la coopération internationale du partenariat public-privé, a initié des accords secrets et illégaux en violation des dispositions de la Constitution du 25 octobre 2015 dans ses articles 5 et 221 qui stipulent respectivement: la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, aucun corps de l'État, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire national n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. Ces accords, d'une extrême dangerosité, constituent une menace existentielle, permanente et réelle de notre nation, car
n'eût été le reportage de la télévision rwandaise qui a affirmé que le Rwanda possédait désormais 980 km² de terre dans les départements du Poul, de la Bwenza, de la Lekumu et du Nyari, pour l'exploitation du piment, le peuple congolais se serait fait embobiner par ce régime en perte de vitesse, avec une dose réelle du mensonge qui affirme sans embâche qu'il s'agit de 120 km² de terre pour l'exploitation du ricin en collaboration avec la compagnie Eni Congo. Ces accords non rendus publics ni ratifiés par le Parlement congolais cachent un autre agenda contraire aux intérêts du peuple congolais. Le peuple congolais doit mesurer le risque à court, moyen et long terme de l'expansionnisme criminel du régime de Kigali contre l'Afrique centrale. Il est donc de notre responsabilité de barrer la route à cette initiative machiavélique de ces régimes dictatoriaux. Dans cette dynamique, les coordinations de la République du Congo et de la République démocratique du Congo mettent en garde Pascal Tsatsi Mabiala, qui, après avoir affirmé lui-même que les Rwandais ont massacré les Congolais à Loudima avec des machettes lors des événements sanguinaires que nous avons connus ici au Congo, curieusement, ce dernier prend son rôle de collaborateur du régime très au sérieux, jusqu'à finalement accepter cette cession. Cette posture, qui s'apparente à de la haute trahison, ne rime pas avec la géopolitique des peuples. Certes, nous croyons à l'idéologie du panafricanisme qui prône la liberté de circulation des citoyens africains sur la terre-mère, mais nous devons faire barrage à une élite qui veut se servir du panafricanisme pour assoupir des désirs expansionnistes dans lesquels la nouvelle génération des panafricanistes ne se retrouve pas. En revanche, si le gouvernement de Denis Sassou Nguesso continue à faire preuve de surdité et de siccité, il doit garder en tête que le vent du changement initié par les peuples burkinabés, maliens et nigériens finira par souffler ici au Congo-Brazzaville pour l'intérêt supérieur du peuple congolais. Ainsi, en accord avec l'article 27 de la Constitution du 25 octobre 2015, qui dispose « L'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, les libertés d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. » Nous déclencherons des manifestations sur toute l'étendue du territoire national afin de défendre notre intégrité nationale. Fait à Brazzaville, le 2 mai 2024, les signataires pour la coordination de la République du Congo, M. Mélin Destin-Gavé Elengo, et pour la coordination de la République démocratique du Congo, le coordinateur Fortifi Rushima Kiakesidi. Nous vous remercions.